Le premier intervenant, c'est Étienne Masson, qui est le directeur de la GEDEN Isère. Et le deuxième intervenant, c'est Stéphane Laplanche, que je présenterai tout à l'heure. Donc je cède la parole à Étienne Masson, qui va intervenir à peu près pendant un quart d'heure sur le thème autoconsommation, menaces ou opportunités. Et à l'issue de son intervention, nous aurons un quart d'heure de débat, d'échange. À tout de suite. Donc la parole est à Étienne Masson. Merci. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore salués. Donc, Étienne Masson, effectivement, je suis directeur de la GEDEN, qui est un espace info-énergie, une structure donc, qui est au service des particuliers, des collectivités, pour informer en amont sur tout ce qui peut se faire en termes d'économie d'énergie. Et donc, on travaille notamment avec la communauté de communes de Saint-Marcellin-Vercors-Isère. Et j'ai quelques tracts là-bas au fond pour parler des autres projets, dont la rénovation thermique des bâtiments, les programmes qui sont en cours ici, parce qu'effectivement, c'est très important de ne pas opposer les différents dispositifs et de bien voir que tout ça, c'est un ensemble complémentaire. Donc aujourd'hui, on m'a demandé d'intervenir sur un sujet qui est encore un petit peu nouveau pour nous. Donc je vais essayer de faire un petit peu de pédagogie sur ce thème de l'autoconsommation. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact, comme risque dans les années qui viennent, sachant que c'est bien entendu l'autoconsommation par rapport au photovoltaïque. Donc sur la première diapositive, s'il vous plaît, on a simplement, pour vous présenter le contexte. On ne voit pas forcément très bien, mais vous avez le tarif bleu, donc c'est la ligne toute droite des du coût de l'électricité qui augmente tout doucement depuis 2010 jusqu'à 2020. Et on voit les courbes du coût de production du photovoltaïque qui diminue, donc c'est entre le nord et le sud de la France. Et donc on est plus ou moins, alors on peut avoir des débats là-dessus, les courbes sont en train de se croiser. Donc, ce qui fait que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas photo. On se disait de toute façon, le tarif d'achat d'électricité est tel qu'on revend tout, il n'y a pas à se poser de questions. Donc, on commence à se dire aujourd'hui, ça ne vaut peut-être pas le coup de tout revendre. Peut-être vaut-il mieux d'abord consommer. Et puis après, on a un peu du mal avec les électrons. Donc, on se dit que je consomme d'abord mes électrons chez moi, parce que si je les renvoie sur le réseau, ça va partir très très loin. Donc, ce n'est pas tout à fait vrai, c'est quand même consommé dans la proximité. Donc ça, c'est le premier élément. On peut passer à la suivante. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec trois situations pour un producteur photovoltaïque. Soit il vend, comme c'était le cas jusqu'aujourd'hui, la totalité de l'énergie qui est injectée sur le réseau. Donc, il y a des seuils par rapport aux possibilités de faire tout ça, jusqu'à 500 kW crête. Deuxième solution qui apparaît, donc c'est de l'autoconsommation. Donc on privilégie de consommer l'électricité dès qu'on a des besoins dans le bâtiment ou à la maison. Et puis le surplus est renvoyé sur le réseau. Donc on verra tout à l'heure un petit peu les contraintes aujourd'hui. Et puis le troisième cas, c'est l'autoconsommation totale. Donc là on se dit, je reste chez moi, je ne m'occupe pas de toutes ces histoires de raccordement, ça va être beaucoup plus simple. Et du coup, c'est génial. Voilà, donc c'est un peu ça les trois cas qui sont proposés. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de contrat d'achat. Et il y a un seul cas, c'est si vous avez une toute petite installation où vous avez l'autorisation de renvoyer gratuitement le surplus de courant sur le réseau. Donc voilà, vous pouvez le faire gratuitement. Au-delà de 3 kW, ce n'est pas possible. Voilà, donc on va essayer maintenant d'expliquer, diapo suivante s'il vous plaît, le contexte sur ces tarifs, puisque du coup, il y a les tarifs qui ont évolué fortement en 2017. Donc vous savez, ceux qui sont dans les centrales villageoises, vous connaissez bien l'histoire. Et il y a en plus des tarifs spécifiques pour la vente du surplus, qui sont, vous voyez, 100 € du mégawattheure, donc beaucoup plus faibles, enfin plus faibles en tout cas, nettement que les tarifs de vente intégrale. Donc ça a un impact en fait sur la possibilité de développement de ces filières. Et comme on disait en aparté, tout à l'heure à quelques-uns, il y a ces effets de seuil en France qui font toujours des phénomènes un peu perturbants qui font que les toitures ne sont pas couvertes correctement. Voilà. Donc ça, c'est le contexte général. Et pour passer diapo suivante, à ces graphiques qui sont, je ne sais pas si vous voyez très très bien,
Vous avez, si vous voulez, les courbes un petit peu qui varient bizarrement, c'est la courbe de charge. C'est dans un bâtiment quelconque, là, mais plutôt la maison individuelle, vous avez des besoins qui sont un peu plus importants le matin, qui diminuent pendant la journée, et puis qui augmentent le soir, etc. Et puis vous avez la courbe qui est colorée, qui est la courbe de production du photovoltaïque, avec son pic le midi. Et on voit bien que ces deux courbes-là, quand elles se croisent, eh bien, elles ne coïncident pas vraiment, même pas du tout. Voilà. Et donc, toute la question, quand on parle d'autoconsommation, l'autoconsommation, ça va être la part de la production qui va être réellement consommée. Donc, la partie réellement consommée, en l'occurrence, c'est ce qui est sous la petite courbe qui est en jaune clair, par rapport au total de la consommation qui est beaucoup plus importante. Donc on voit qu'il y a des tentatives de faire varier ces courbes de charge. Donc c'est aujourd'hui une des pistes que je vais un petit peu développer par la suite, c'est de dire, ben voilà, parce que le soleil, on ne va pas le changer. Donc si on veut se passer de batterie, il va continuer à produire de la même manière, mais peut-être qu'on va pouvoir décaler un petit peu et jouer sur nos consommations. À moins que tous les gens se mettent à travailler le soir et pendant la journée soient chez eux et consomment énormément. Donc il y a cette problématique-là, d'où l'idée de jouer un peu sur la courbe de charge. Voilà, donc suivante. Donc après, là, c'est juste pour bien pointer qu'il y a des analyses différentes suivant le type de bâtiment et de consommation. Donc sur votre gauche, vous avez le profil résidentiel, qu'on retrouve avec donc une baisse pendant la journée. Et donc, si on veut consommer toute l'énergie produite, on est obligé d'avoir des installations relativement de faible puissance. Et donc, du coup, la part globale produite par l'électricité photovoltaïque par rapport à l'ensemble des consommations, elle est relativement faible. Dans le cas du tertiaire, où là, au contraire, généralement, on ne travaille pas la nuit et du coup, il y a plus de besoins en journée, on a une meilleure coïncidence et donc on peut estimer déjà à première vue que ce sera plus favorable. Voilà, donc premier point. Donc, par la suite, on va prendre quelques cas pour l'illustrer, ce qui pourrait se dérouler. Pour arriver, donc vous avez vu dans le cas d'une maison individuelle, à ce que toute l'électricité produite soit consommée. Donc on va se mettre sur ce qu'on appelle le talon. Donc on va essayer de produire au maximum de la journée, pas plus que ce qu'on consomme. Donc du coup, on va mettre des petites puissances du genre 500 watts crête. On va avoir une production relativement faible. Et là, sur des cas mesurés dans des maisons dans la Loire, on voit qu'on a un taux d'autoconsommation qui est de 72%, en mettant 500 watts crête. Donc on arrive assez haut, ça veut dire qu'il n'y a que 28% d'électricité qui est perdue ou qui est renvoyée sur le réseau. Et par contre, en autoproduction, la part avec ces 500 watts de l'ensemble de la consommation, elle est relativement faible, elle est qu'à 12%. Voilà, ça illustre un petit peu les choses. Et on va faire la diapo suivante qui illustre encore un peu plus ce que nous, on sent venir en tant qu'Espace Info Énergie dans les demandes qui viennent et tout, où il peut y avoir des kits qui se vendent comme ça, à très bas, pas très cher finalement, dans les budgets. C'est que, bon, si on pousse un peu le raisonnement, on va se dire attention à ne pas se faire avoir par les chiffres. On peut tout à fait imaginer mettre 1,5 kW crête. Donc dans ce cas, sur une consommation moyenne d'un ménage, comme ça, à première vue, on se dit oh, bah, je produis 2000 kWh, donc je fais 50% du solaire. Donc vous avez compris les courbes, ce n'est pas du tout le cas. Donc ce qui va se passer en réalité, c'est qu'on va avoir un taux de couverture apparent comme ça de 50%, mais ça ne veut rien dire. Donc le taux d'autoconsommation réelle avec mes histoires de courbes présentées, il va passer à 20%. Et la partie autoproduction, donc sur les 4000 kWh, elle est seulement de 10%. Et même là encore, ce n'est pas ce que vous allez économiser sur votre facture, parce que les abonnements et tout restent identiques. Donc vous allez avoir une économie sur la facture qui est relativement faible. Et puis globalement, une rentabilité économique de l'installation qui n'est pas satisfaisante. Donc attention à ce risque de modèle déconnecté du réseau sans vente du surplus. Après, nous avons donc du coup ce raisonnement qui intervient et qui fait qu'aujourd'hui, on va avoir, on voit les courbes là, qui oscillent énormément, qui sont toujours,
qui amène les spécialistes à dire que si on veut vraiment tout valoriser le photovoltaïque, il faut mettre que des installations de 250-300 watts crête, donc quelques mètres carrés. Donc on risque d'avoir ça qui se développe fortement par des offres commerciales un petit peu actives. Et du coup, on risque d'aller vers des aberrations économiques. Suivante. Là, c'est pour vous montrer ce qui est imaginé dans le cadre pour optimiser tout ça. Donc là, sur la gauche, on a la courbe classique où on a les besoins du chauffe-eau électrique, ce qui est la grosse pointe la nuit, complètement sur la gauche. On a toujours notre production solaire, qui est la courbe en chapeau. Et du coup, on voit qu'en décalant la consommation d'eau chaude électrique pendant la journée, avec un chauffe-eau, un cumulus électrique, eh bien, on arrive à avoir un peu plus de consommation puisqu'on a stocké finalement de l'énergie électrique dans la journée dans le chauffe-eau solaire. Donc ça améliore un petit peu les choses puisque du coup, on voit que, mais alors ça, c'est pas sur l'année complète, on voit que sur une journée d'été, on augmente l'autoproduction de 26 à 33%. Donc avec des systèmes comme ça, tout un tas de systèmes de régulation, décaler toutes les consommations là quand il y a du soleil, on arrive à améliorer les choses, mais c'est quand même pas phénoménal. Voilà. Et puis du coup, on va se retrouver. Alors là, on ne voit pas du tout, mais c'est une autre piste qui est évoquée, c'est de dire les résistances électriques des chauffe-eau. Toujours, on l'a décalé dans l'après-midi, là, dans la journée. En plus, on diminue la puissance de ces résistances. Comme ça, on a un temps de production plus grand, ce qui permet d'optimiser encore un peu ces choses-là. Donc, il y a tout un tas de réflexions comme ça qui vont dans le bon sens, mais qui, à mon avis, sont quand même pas la meilleure manière d'optimiser totalement l'utilisation du photovoltaïque. Alors, les solutions plus intéressantes, on ne voit rien sur ma diapo, donc c'était le résumé. C'est pas très grave. Mais en fait, en gros, on a vraiment ce qui peut se développer, c'est soit donc ces toutes petites installations, ces micro-installations qu'on va trouver dans les supermarchés, dans les magasins de bricolage, soit après des installations à 1 ou 2 kW crête avec pilotage des chauffe-eau, amélioration, etc. Du coup, avec une revente du surplus, soit des systèmes avec batterie qui, pour le coup, serait l'idéal dans l'absolu, mais qui présentent des surcoûts d'investissement qui rendent le système non rentable aujourd'hui, sans compter les aspects environnementaux de gestion de la fabrication des matériaux nécessaires aux fabrications des batteries. Donc voilà un petit peu le schéma pour la maison individuelle. Pour le collectif, maintenant, on va passer à la suite. Alors là, on a des situations plus favorables, comme on a vu. Donc là, on a l'exemple d'un centre commercial où la courbe du haut représente la consommation totale. Vous avez la production et donc, du coup, vous avez potentiellement une baisse de consommation assez intéressante puisque c'est au moment des plus fortes consommations, notamment pour du froid, qu'on va arriver à avoir la production solaire. Donc, c'est ça l'idée générale. Donc le graphique suivant présente la même chose, mais à l'échelle d'une semaine. Donc on revoit que ce soit l'hiver, où on a des consommations qui sont relativement plus importantes parce qu'il y a le froid classique pour conserver toute la chaîne du froid, etc., plus le chauffage. Après, pendant l'été, ça ne diminue pas tant que ça parce qu'on a toujours notre chaîne de froid et on voit que les courbes de production qui reviennent tous les jours ne dépassent jamais la consommation. Donc dans un cas comme ça, potentiellement, on va avoir une très bonne adéquation en autoconsommation. Donc voilà, l'essentiel, il est dit sur ces quelques éléments. Je vais arriver à ma petite conclusion progressivement. Oui, sans dire qu'il y a quand même un point qui est important, c'est qu'on aille vers de l'eau. Et là, on revient vers les centrales villageoises photovoltaïques. C'est-à-dire que pour avoir cet effet de foisonnement entre les besoins des uns et des autres et d'optimiser les courbes de production, la meilleure solution, c'est le système des centrales villageoises. On renvoie tout sur le réseau, puis il y a une consommation qui se fait par le meilleur outil de mutualisation qui est le réseau électrique existant, il ne faut quand même pas l'oublier. Et on peut imaginer des systèmes d'autoconsommation collective qui sont possibles théoriquement dans la loi aujourd'hui, mais qui d'un point de vue réglementaire restent à clarifier.
Je reprends un peu les conclusions de l'ADEME sur une note qu'ils ont publiée en février qui disait qu'on était encore au stade de l'expérimentation de tout ce qui est autoconsommation collective. Voilà, donc c'est une piste qui est vraiment intéressante, mais aujourd'hui, tous les leviers réglementaires ne sont pas levés pour pouvoir le faire de manière généralisée. Voilà, et donc en conclusion, les risques pour moi, donc c'est le principal, c'est la non-valorisation du potentiel des toitures. Alors c'est déjà un petit peu le cas aujourd'hui, parce que vous êtes amené à faire des bouts de toiture, parce que si on fait plus grand, ben, on n'a pas le bon tarif, on n'optimise pas économiquement. Voilà, mais ça serait encore pire de ce point de vue-là. Donc une mauvaise productivité des installations photovoltaïques. Tout ce qu'on nous raconte sur l'optimisation des courbes et tout ça, c'est très très bien, mais il y a quand même le facteur humain qui intervient là-dedans, qui fait que savoir précisément comment on va adapter, décaler les usages et tout, c'est quelque chose de très très complexe. Donc je pense qu'on a tendance à surdimensionner les capacités d'économie liées à ça. Bon, la vente de solutions miracles aux particuliers, on est déjà confronté à ça, mais mine de rien, bah, ça détourne les gens après d'autres investissements qui pourraient être plus pertinents, que ce soit dans l'isolation, la rénovation, soit d'en mettre dans un capital de centrale villageoise. Donc ça, c'est toujours un risque. Et nuire paradoxalement aux économies d'énergie, parce que je ne sais pas si vous avez constaté, si vous avez une maison qui est mal conçue, qui a besoin de climatisation pendant l'été, bah, économiquement, paradoxalement, l'autoconsommation devient intéressant. Donc là, on marche un peu sur la tête, parce qu'effectivement, je vous parle des centres commerciaux, mais dans les centres commerciaux, faudrait aussi se poser la question, est-ce qu'on ne peut pas encore diminuer massivement les consommations d'énergie? Donc vous allez me dire, il faut faire les deux, mon capitaine. Je suis bien d'accord. Mais voilà un petit peu les risques qu'on voit. Après, sur les points positifs, quand même, il peut y avoir, enfin, donc la diapo suivante, c'est quand même la question de se dire, quand ça va continuer à évoluer, ce marché-là et tout, est-ce qu'on va avoir un système beaucoup plus simple pour que massivement les gens se mettent à installer du photovoltaïque sans contrainte, quoi, sans contrainte de raccordement complexe, etc. Donc ça peut aller dans ce sens-là, et ce que je dis aujourd'hui, bah, ce que ce sera dans quelques années, on ne sait pas trop. Voilà, pour certains profils spécifiques dont on a parlé dans le tertiaire, le commerce, etc., ça peut peut-être permettre de développer des choses qui ne se feraient pas avant. Alors, les gens qui sont favorables à l'autoconsommation avancent le fait que ça va permettre aux gens de s'intéresser davantage à leur consommation d'électricité et de faire des économies supplémentaires. J'ai pas mis un point d'interrogation. Si, j'ai des doutes par rapport à ça. Et pour la collectivité, le fait que ça permettrait de réduire le besoin de renforcement du réseau. Donc dans l'absolu, ce système-là, oui, va dans ce sens-là, mais le système des centrales villageoises réparties partout, enfin des productions locales réparties partout sur le territoire, et notamment dans la logique des dépôts, où on essaie d'adapter un peu aussi les productions aux besoins, ça va aussi dans ce sens-là. Donc ce n'est pas un argument voilà, vraiment déterminant à mon sens. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire pour vous faire réagir sur ces questions-là et apporter, parce qu'il y a certainement des gens qui ont des compléments à apporter à ce premier éclairage. Ce micro est pour vous. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des compléments? Devant. C'est Jean-Claude? Ah, c'est toi. Oui, donc moi j'ai l'expérience de la vente en surplus. Effectivement, ça me paraît le plus intelligent. Hein. Le réseau est là pour ça, pour distribuer l'énergie là où elle est nécessaire, au moment où elle est nécessaire, surtout avec l'électricité. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est l'instabilité dans les modèles, les systèmes qui sont proposés aux gens pour s'équiper. Donc ça change à peu près tous les ans, voire plus, ce qui rend effectivement la chose relativement complexe, notamment au niveau des centrales villageoises, on le voit bien. Alors on se demande parfois, bon, c'est peut-être une petite boutade, mais si on ne se demande pas si il n'y a pas certaines personnes qui cherchent finalement à déstabiliser le système et à empêcher que ça se fasse de manière sereine et logique, énergétiquement efficace. Puisqu'en fait, il y a plein de pays qui ont des techniques beaucoup plus simples et beaucoup plus efficaces que nous, et ça se passe très bien. On prend l'Allemagne, par exemple, il y a des pays comme l'Inde qui investissent énormément dans le photovoltaïque. Donc je pense que ça pourrait, si on regardait uniquement le point de vue énergétique, ça pourrait se passer de manière beaucoup plus simple
est beaucoup plus efficace. Mais malheureusement, comme vous l'avez dit, par exemple, quand on produit l'électricité, qu'on on la balance sur le réseau en autoconsommation, on la donne pour rien. C'est un peu bizarre cette histoire. Voilà, enfin voilà, je voulais dire ça. Par ailleurs, pour ce qui est effectivement d'arriver à faire coller la production et la consommation, je trouve qu'il y a un impact qui pourrait être intéressant, c'est au niveau des véhicules électriques. Puisqu'effectivement, si on recharge les véhicules électriques pendant la journée, c'est-à-dire quand les gens vont au travail, c'est évidemment là où il y a le pic de production. Et c'est une utilisation, je trouve, intelligente de l'électricité. Pas comme le ballon d'eau chaude, qui lui ferait mieux d'être chauffé avec du bois ou effectivement avec des panneaux solaires thermiques. Donc moi, je pose la question, effectivement, comme on sait très bien que la voiture électrique risque de devenir, dans les années qui viennent, effectivement, un moyen de transport majeur, puisque le coût de fabrication des voitures électriques est en train de chuter très rapidement. Alors pour le moment, en France, on n'en voit pas beaucoup, mais si on regarde ce qui se passe en Chine ou en Inde, il est très clair que la voiture électrique va se développer très fortement, et que donc à ce moment-là, la production photovoltaïque prend tout son sens, puisqu'on peut recharger les voitures, par exemple, quand les gens sont au travail. Pendant qu'ils sont au travail, ils rechargent leur voiture avec du photovoltaïque pendant que c'est là que se fait la production. Donc je pense que la consommation, la régulation de la consommation est très très importante dans cette problématique-là. Oui, pendant que les gens sont au travail, leur voiture n'est pas à la maison, donc ils ne la rechargent pas. Ah oui, au boulot, oui, donc ça complète l'activité professionnelle, mais ça, voilà. Oui, j'ai pas... Je suis d'accord avec l'ensemble de ce que vous dites et j'avais mal compris ce point-là. Ok, une autre question, Claude? Oui, vous avez commencé dans vos premiers visuels à présenter quelque chose qui ne s'appelle pas des kilowattheures, mais des euros. Le prix, les tarifs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce qui vous permet de quantifier et peut-être de rendre plus crédible cette notion de tarifs qui vont se croiser ou qui se croisent? Parce que je pense que c'est un des facteurs de décision pour que les gens puissent aller vers de l'autoconsommation en considérant qu'ils font bien pour la planète et pas mal pour leur porte-monnaie. Alors du coup, c'est juste pour crédibiliser, parce que je pense que... La source, c'est le syndicat des énergies renouvelables de mon graphique. Voilà. Après, j'imagine qu'il peut y avoir des contestations sur quand ça se passe, mais en tout cas, le mouvement, il est bien... Il est contesté par personne, quoi. Voilà. Donc après, non, j'ai pas de... Qu'est-ce qu'on peut dire de plus là-dessus, si ce n'est que c'est cette tendance-là qui fait qu'on reparle d'autoconsommation, qu'on revient à l'idée d'autonomie. Il y a 15-20 ans, on venait beaucoup nous voir au début du photovoltaïque, quand les gens ne connaissaient pas encore les systèmes de raccordement et tout. Ils voulaient le système comme dans les refuges de montagne, batterie, tout, être autonome, se couper du monde, avoir des îlots. C'était ça le rêve. Et ce rêve-là, il est très présent. Je parle à l'intervenant, Stéphane en parlera peut-être tout à l'heure mieux que moi, mais il y a cette volonté d'autonomie énergétique et une difficulté à dire je participe à un collectif avec le réseau. Le réseau est mal perçu, etc. Donc il faut vraiment qu'on explique que non, on est dans un système collectif mutualisé, quoi. Vous voulez intervenir? Oui. Une remarque. Oui, mais personne... Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, vous? Je vous laisse vous présenter. Oui. Christophe Baratieux, j'ai une centrale photovoltaïque sur mon entreprise et puis j'ai l'autoconsommation sur ma maison. Et sur l'autoconsommation, on est sûr d'être rentable déjà. Nous, l'investissement a eu lieu il y a 2 ans et demi, 3 ans. On a mis trop de panneaux parce qu'il fallait finir le toit, c'est plus joli comme ça. Donc on a trop de production en autoconsommation. Mais les calculs, même sans optimisation, on n'a pas de moyens techniques actuels qui sont totalement manquants dans l'industrie, quoi. On n'a pas des prises commandées, ça n'existe pas, quoi. Il n'y a pas de système efficace d'optimisation. Faut proposer, mon congélateur, il est toujours à moins 18, qu'il y ait du soleil ou pas. Il devrait descendre à moins 30 quand il y a du soleil et à monter à moins 18 quand il n'y a plus de soleil, etc. Mais c'est pas grave, il est toujours à moins 18. Voilà. Et nous, on est sûr qu'on a divisé notre facture par 2 en ayant certes une surcapacité de production, mais par rapport à l'investissement, on est sûr d'une rentabilité à prix constant EDF de l'électricité. Sur les 20 ans à venir, on aura remboursé l'installation sans aucun souci.
Voilà. Du coup, les profils, les usages de chacun, j'ai montré des courbes classiques. Ça peut varier. Moi, je suis un peu surpris mais je suis intéressé pour voir le cas réel. Déjà, sur 20 ans, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à investir sur des durées comme ça. Donc, c'est un des éléments qui fait que vous êtes volontaire et vous dites oui, c'est rentable, mais voilà, c'est pas pour que ça se généralise, c'est pas forcément. Exactement, ouais. Par rapport à une oui, c'est pas par rapport au prix de vente d'EDF dans 5 ou 10 ans, quand on voit à quelle allure certains tarifs peuvent évoluer. Alors après, au niveau de la gestion, de l'économie de la facture, effectivement, pendant toute l'année, et surtout l'été, il y a plus toutes les machines se font les jours de soleil. Donc le lave-vaisselle, il attend, s'il pleut un après-midi, le lave-vaisselle, il attend le lendemain. Mais c'est vous qui voilà, gérez tout ça. Le pilotage, il est humain, mais c'est vrai que techniquement, le pilotage, il devrait être... il pourrait facilement s'améliorer, mais en faisant un petit peu attention. Le four électrique, c'est pareil. On choisit de faire des fours le jour où il y a du soleil et le jour où il pleut, on mange autre chose. Donc, c'est pas très contraignant, en fait. Non, mais c'est très, très intéressant ce que vous dites sur l'évolution de la manière de vivre aussi, quoi. Si je puis me permettre, sans photovoltaïque, on peut faire les mêmes économies puisqu'il y a les heures creuses. Donc, moi, j'utilise le four, la vaisselle en heures creuses, donc je n'ai pas besoin de centrale photovoltaïque pour faire des économies. Si ce n'est que collectivement, on participe à une action collective, mais individuellement, les économies, elles viennent bien de nous-mêmes, de notre façon de gérer notre budget familial. Oui. Voilà. Et après, de transmettre aux enfants ou pas, mais enfin, ça, c'est autre chose. Donc, je rejoins la dame, elle utilise des photovoltaïques, elle fait ses économies, elle fait attention, mais nous, on fait la même chose. Voilà. Vous voulez une réponse? Et puis après, on prend une dernière question sur ce sujet. Oui, juste une petite précision, c'est que nous, on a aussi les heures creuses, les heures pleines. Et l'économie, elle a été faite, qu'on utilise aussi, parce que toutes les machines tournent pendant les heures creuses du tarif bleu. Mais les économies qu'on a fait, c'est après le photovoltaïque et après les heures creuses, quoi. On était déjà à gérer avec les heures creuses. Et le photovoltaïque, ça nous a effectivement coupé la facture en deux, quoi. Ok. Donc une dernière question, vous, madame, je vous amène le micro. Qui rêvaient justement de l'autonomie et du zéro EDF, pour être clair, parce qu'effectivement, heure creuse, heure pleine, c'est centrale nucléaire. Allez. Ça fait partie de la grosse difficulté, c'est qu'il y a le mix énergétique qui évolue. Dans les 10-15 ans, tout ça, ça va évoluer. Bon, programmation énergétique et tout, on espère que ça va aller dans le bon sens. Donc du coup, c'est en permanence qu'il faut réviser un peu nos façons de voir par rapport à ça. Donc l'heure creuse, heure pleine, peut-être que dans quelques années, ce sera plus d'actualité, quoi. Alors une dernière remarque. Juste une remarque, on a parlé effectivement du nucléaire. Il y a une façon très très simple de s'en passer, c'est de prendre des abonnements verts. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait se fournir en énergie verte et on participe complètement au réseau dont vous avez parlé tout à l'heure. On encourage les énergies vertes et grâce à ça, elles vont pouvoir se développer. Et si personne ne le fait, si personne ne prend des abonnements verts, eh bien, le nucléaire va continuer. D'accord. Un mot de conclusion, Étienne, sur cette intervention? Ma conclusion, ce sera continuons à faire des économies d'énergie. J'ai amené une roue des économies d'énergie là-bas au fond. C'est simplement pour dire que produisons, mais en même temps et avant tout économisons, puisque du coup il y a plein de gestes simples qui permettent d'économiser. Et je voulais aussi redire qu'il y a un programme de rénovation énergétique des logements qui est porté par la communauté de communes Saint-Marcellin-Vercors-Isère, qui est une bonne façon aussi d'aller encore plus loin sur les économies d'énergie, de chaleur, de thermique,
Voilà. Donc continuez à aller dans tous ces sens-là et voilà, soyons vigilants sur les évolutions. Merci. Merci Étienne.